Rafael Nadal est tombé les armes à la main aujourd'hui face à Alexander Zverev, comme il le devait, comme il le méritait, j'ai envie de dire. Une 4e défaite en carrière à Roland-Garros face à un adversaire excellent qui apporte une dignité méritée au crépuscule du roi de Paris. On y est, c'était peut-être la dernière de Rafael Nadal à Roland-Garros, de l'émotion, un niveau de jeu, je pensais pas forcément que Rafa serait à ce niveau-là, je trouve qu'il a été quand même très bon, avec ses limites du moment, avec ses capacités actuelles, avec les 18 derniers mois qui ont été très difficiles pour lui, avec cette blessure très lourde au niveau de la hanche. Alors l'émotion, elle était un peu contrariée parce que la grande dignité de Rafa est aussi le fait qu'il laisse la possibilité de revenir une dernière fois à Roland-Garros en tant que joueur. Moi, ça m'a pas forcément ultra emporté, mais on doit respecter ça, c'est son mindset. On l'avait déjà vu à Madrid, il était tout sourire alors que tout son clan était en larmes à l'idée que c'était sa dernière participation à Madrid. Et il faut le dire, hein, ce qu'on a vu aujourd'hui, le niveau de Rafa, je pense qu'il battait l'immense majorité du tableau, donc vraiment chapeau à Zverev qui a été très bon, excellent du début à la fin, qui a connu très peu de trous d'air et qui a mené la vie dure à Rafael Nadal. Rafa, ça reste quand même un marqueur super important de nos vies. Moi je le connais depuis le tout début, 2003-2004, je l'ai vu arriver. J'ai vu tous ses titres à Roland-Garros, j'ai vu tous ses grands titres, j'ai quasiment vu tous ses matchs en carrière à Rafa. Donc forcément, quand t'as un gars comme ça qui quitte ta vie, bah c'est un pan de ta vie, c'est une partie de ton histoire personnelle qui disparaît, qui s'en va. Il faut l'accepter. Le fait que ce départ soit très morcelé, très diffus, je me répète, mais c'est pour moi ça modifie un tout petit peu ma perspective de ce départ. C'est pas abrupt avec une cérémonie et en gros voilà, adieu, ciao, je te revois plus. On arrête de se disperser. Je vous lance le sponsor de la vidéo et on fait une analyse triple XL de ce match. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, ça te permet de naviguer en toute sécurité sur Internet. CyberGhost VPN te protège activement du piratage et empêche quiconque de suivre ton activité en cryptant tes données. Grâce à CyberGhost VPN, tu ouvres le potentiel de tout le contenu géobloqué. Par exemple, si tu as déjà un abonnement Eurosport, l'intégralité de Roland-Garros, Night Session comprise, est disponible en Belgique. Pour Wimbledon, rien de plus simple, tu te connectes à un serveur anglais et tu peux regarder tout le tournoi gratuitement sur la BBC. C'est énorme. Avec CyberGhost VPN, tu peux également débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes et regarder par exemple des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis, en Corée du Sud ou au Japon. Tu peux aussi t'offrir YouTube Premium pour simplement 1,50 € par mois en t'enregistrant grâce à une IP argentine, ce qui supprime toutes les publicités horribles de YouTube et t'offre un accès illimité à YouTube Music. Ils ont en plus une politique irréprochable, pas de collecte ni de partage de tes données, un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Quelle que soit ta plateforme, CyberGhost VPN tourne dessus, Windows, Mac, iOS, Android et compte plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est ultra simple à utiliser et avec 5 étoiles sur Trustpilot, c'est l'un des meilleurs VPN du marché. CyberGhost VPN est fortement recommandé par les sites de référence tels que Frandroid, Clubic, Presse Citron et le Journal du Geek. Tu as en plus une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français, la régalade. Dans le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, CyberGhost VPN te fait profiter d'une offre grotesque, 2,03 € par mois plus 4 mois offerts, ce qui représente 83% de réduction. L'offre, elle est parfaite, vraiment, pour kiffer le tennis cet été, alors faites-toi plaisir. Allez, place à l'analyse complète, totale, absolue de ce match entre Rafa et Alexander Zverev. Il y avait du beau monde dans les tribunes forcément, Carlos Alcaraz, Iga Świątek et un certain Novak Djokovic, tout sourire à l'idée d'observer donc son rival historique, son plus grand rival en carrière, Rafael Nadal. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde. On a disputé ce match dans des conditions indoor, donc la même chose que lors de la demi-finale en 2022, des conditions qui empêchaient l'explosivité, le lift de vraiment prendre à côté Rafael Nadal, mais de toute façon c'était aussi la question, est-ce que Nadal allait pouvoir retrouver son punch, son intensité, son lift qu'il avait perdu depuis le début de la saison 2024, et on a eu la réponse très rapidement. Avant de parler du coup droit, parlons du service. C'est un secteur qui a été en difficulté comme on pouvait s'y attendre, difficile pour Rafa de bien servir, problème au niveau des obliques et des abdos, il a eu beaucoup de difficultés ces 2-3 dernières années dans cette zone-là, des blessures assez importantes. Ici double faute, 38% simplement derrière sa seconde sur l'ensemble du premier set, et Zverev qui a été excellent pour ouvrir les angles, l'attaquer, le faire courir, le faire défendre, le repousser. Et un peu comme lors de la préparation, Nadal qui a souvent joué court, qui a joué au niveau des carrés de service au début du match, et forcément Zverev il a pu s'installer à l'intérieur du court, ce qui n'est pas forcément son naturel habituellement. Voilà, l'habitat naturel d'Alexander Zverev c'est ici, au niveau des bâches, 3-4 mètres de ligne de fond. Là il était à l'intérieur, donc il a vraiment envoyé des sous-coupes volantes, long de ligne, excentré Rafa, puis là, petite amortie, joliment distillée. La stratégie côté Zverev elle était claire, et elle a pu rappeler à certains égards ce qu'avait produit Novak Djokovic en 2021
21 face à Rafa Nadal, c'est-à-dire qu'on va fixer, on va ouvrir côté revers, on fait défendre Rafa au niveau de son revers et ensuite on attaque plein fer sur le coup droit, sur le coup fort. C'est une stratégie classique en tennis, vous massacrez, vous fixez le coup faible, vous attaquez sur le coup fort et donc ça a été particulièrement efficace, surtout que les déplacements de Rafa n'étaient pas exceptionnels et là on arrive sur un thème très important de ce match mais aussi je trouve du late Nadal, le Rafa de ces 2-3 dernières années, c'est que sur les points importants, sur les moments chauds, il peut avoir tendance à avoir les chocottes. On se souvient du match face à Thompson à Brisbane, je me souviens également d'un match face à Stefano Tsitsipas à l'Open d'Australie. Ça peut lui arriver un petit peu de couiner et je pense que ça vient avec l'âge. On se souvient également de Roger Federer avec les années, déjà que c'était un joueur émotif à la base, mais ça ressortait encore plus sur la fin. Je sais pas pourquoi, peut-être le fait d'être parent, d'avoir un changement dans ta vie, d'être trentenaire bien avancé, tu ressens les émotions différemment. Donc ici, hein, il y a un let, c'est un revers de Zverev, et logiquement, ici, dans cette position, un grand Rafa, un très bon Rafa, tu revois plus jamais la balle de ta vie. Il t'envoie une banane flambée ici, avec un lift démoniaque, terminé, bonsoir. Il t'envoie un coup droit long ligne, il en a réussi quelques-uns cet après-midi. Et c'est terminé. Non, là, il va faire une faute un peu molle en tenant le bras, inhabituel. Le Z, de son côté, excellent, avec une capacité qui a manqué à Rafa sur une bonne portion de la partie, de vraiment changer de rythme. Et c'est ça qui a fait la différence. Ici, par exemple, on a un échange, on a un dialogue, et on va avoir un Zverev qui va tout de suite, paf, changer de rythme, accélérer longue ligne, alors qu'à contrario, quand l'échange s'engage avec Rafa et qu'il est obligé d'accumuler les coups en coup droit, et bien à un moment donné, on sent que ça sort plus très bien de la raquette et ça c'est complètement aussi antinomique avec ce qu'on connaissait de Rafael Nadal dans les grandes années. C'est un gars qui frappait 2, 3, 4, 5 coups droits et t'as l'impression qu'on montait en régime, on était à 40%, 50%, 60%, ça s'arrêtait pas. Et là, comme en préparation, ça a couiné. Alors j'ai l'air d'être très négatif sur la performance de Nadal, mais dès le premier set, déjà je trouvais que le niveau était plutôt pas mal et on a bien senti que son salut passait par le filet. Aller vers l'avant, là une jolie volée claquée, il a très vite compris que essayer de tenir les échanges, frapper 10-15 coups derrière sa ligne, ça allait être compliqué. Je vous ai parlé du service de Rafa, parlons du service de Zverev qui a été excellent aujourd'hui, 77% de première, 72% derrière. Ici, quand Rafa est loin, forcément ça ouvre les angles, il a trouvé assez régulièrement cette petite zone court croisée. Et là, mes très chers Goat, on arrive au moment pivot, au moment clé de la partie, nous sommes à 2-1 et Rafa qui va manquer d'intensité cruellement. Ça aussi, on l'avait beaucoup vu en préparation, très sinusoïdal, Nadal dans son intensité, donc là une énorme faute. Et alors qu'il est sonné, alors qu'il est dans les cordes, alors qu'il ressemble à un lapin pris dans les phares d'une voiture, il va sortir une masterclass au service, et là surtout un point super important pour lui, service externe, paf, on envoie un 1-2, on remporte le point et il va se galvaniser, il va aller chercher le public. Mais avant que je vous montre la deuxième partie de cette analyse, regardez d'abord la vitesse des coups des deux hommes. On voit en coup droit et en revers, même vitesse pour Zverev, 131 km/h. Et vous le voyez côté Rafa, on est entre moins 13 et moins 10 km/h, donc moins de force, moins de vitesse, moins d'impact, ça a fait la diff. Et donc on revient à nos moutons, Nadal qui a été en difficulté et dos au mur, je trouve qu'il a été excellent aujourd'hui contre Zverev. Alors c'est vraiment aussi avec son revers Diago, énorme impact de ce côté-là. Là, pour faire le break, finalement, ça va être un coup droit décroisé et une magnifique amortie bien sentie avec un Zverev, forcément, qui est dans la boue. Et là, à ce moment-là, on est au cœur du deuxième set. On est sur une séquence ultra vertueuse pour Nadal qui joue super bien. Là, on a un 1-2, il suit au filet. C'est surtout ça qui fait la différence, c'est que dès qu'il a une micro-ouverture, il avance, il suit au filet avec un taux de réussite excellent. Et là, il vient te claquer une volée. Les tontons. Moi j'étais comme ça en train de regarder le match, je me frottais les yeux et je me disais mais c'est Rafael Nadal ou c'est Patrick Rafter? Rafa qui va contrôler le tempo, qui va même servir pour le gain de la deuxième manche et tu te dis à ce moment-là devant le match, s'il y a 6-3, 4-6 et qu'on arrive sur un troisième set et que éventuellement Nadal break d'entrée, là on a un match, attention, game on est parti, sauf que Zverev va sortir une masterclass extraordinaire, vraiment. Il est retourné sur ses fondamentaux, il est retourné sur la stratégie de base, à écarteler Rafa avec des revers long ligne succulentes, des accélérations aussi, des énormes punchs en coup droit. Et ça, on l'avait déjà vu le faire à Rome un petit peu, et je pense que ça a été important pour bien équilibrer sa menace, pour pas que Rafa l'attende sur une zone précise du court. Des breaks du coup pour le joueur allemand, et là on se retrouve à 5 partout, 15-40, et tu n'as pas le droit, Rafa, tu le sais bien sûr que tu n'as pas le droit à ce niveau-là, avec des marges qui sont si fines, de faire un retour comme ça à 15-40. C'est pas possible.
C'est pas possible. Et il a regardé son clan, et on voit bien à sa tête, il s'en est voulu. Il a bien compris qu'à ce moment-là, tu ne peux pas faire ce retour-là. Il faut faire jouer, il faut mettre le doute dans la tête de Zverev. Et c'est là que tu vois aussi le manque de match, le manque de compétition. À quel point cette rencontre du premier tour face à Zverev, l'un des favoris de Roland Garros, arrivait vraiment trop tôt pour lui. Je pense que s'il avait joué Zverev après 2, 3, 4 victoires à Roland Garros, possiblement, il part pas en 3. La partie continue nonobstant et nous sommes dans le tie-break de la deuxième manche. Des tie-breaks pas forcément bien maîtrisés récemment par Rafa. Et là, il y a un manque, il y a un petit manque, il manque un petit pas d'ajustement, il manque voilà, le petit décalage nécessaire. Ça va être de la grosse faute et Rafa qui va courir après le score pendant tout le tie-break. Et plus étonnant, plus inhabituel pour ce que je considère être l'un des génies tactiques de l'histoire de ce sport. Avec Novak, je pense qu'ils sont tout en haut. Quelques choix ésotériques quand même au niveau des amortis, ça a été bien lu, ça a été bien senti par le Z. 2 amortis, faiblard, raté dans le tie-break. Un tie-break du coup perdu, on se retrouve dans le 3e set et à aucun moment on se dit que Rafa va faire une remontada comme le miracle de Melbourne face à Daniil Medvedev, même si il va encore donner de sa personne avec un gros passing ici, bien lu, bien anticipé. Vous le voyez, il est déjà parti côté gauche alors que la balle n'a même pas quitté le cordage de Zverev. Rafa, comme attendu, parce qu'il y a un vrai manque de protection derrière son service qui va se faire débreaker, donc d'abord un passing titanesque de la part de Zverev sur, je crois que c'est 1 ou 2 points avant ça, et là peut-être un petit manque sur le petit jeu. Alors oui, effectivement, lober le Z c'est compliqué, ça va taper en plus le bout de la raquette et ça va revenir juste ici, paf, le débreak. La suite de la rencontre ne sera que pure résistance pour Rafa, et il va finir par se faire breaker ici à 3 partout dans le 7e jeu de la 3e manche avec un énorme passing retour en vérité de Zverev là avec son revers, son coup fort. Et alors qu'il y avait encore l'opportunité de revenir, alors que c'était possible de recoller, je pense qu'un Rafa, peut-être le Rafa d'il y a 2-3 ans, ça aurait été un autre match. Franchement, ça aurait été un autre scénario, mais là, voilà, il arrive de 18 mois de souffrance, la hanche, on en a parlé en introduction, donc forcément, c'est plus le Rafa qu'on a connu, et il a perdu, à mon sens, quasiment tous les points clés qui auraient pu réorienter le momentum. Il est à 2 sur 11 simplement sur les balles de break, et ici, par exemple, voilà, trop raide au niveau des guibolles, la balle qui va sortir en revers, alors qu'il avait sorti des revers extraordinaires dans la même position sur des points moins importants. Du coup, après cette petite analyse, un mot de la fin sur cette performance sur Rafa. Bon, déjà, je pense que c'est un match qui peut l'encourager à continuer, vu son niveau de jeu, mais en même temps, est-ce qu'il peut pas se dire, bon, j'ai quand même donné un max, je me suis préparé comme un zinzin et je perds finalement en 3 au premier tour, même si c'est un bon Zverev, très bon Zverev, et que je pense certainement Rafa aurait été capable de battre un très grand nombre de joueurs du tableau avec ce niveau de jeu. Je sais pas vraiment dans quel sens il va interpréter cette défaite, sa performance aujourd'hui. Il va falloir prendre le temps, analyser un petit peu ce qui va se passer, mais en tout cas, la perspective de faire quelque chose de sympa aux Jeux Olympiques d'ici quelques semaines, elle n'est pas tout à fait folle. Un point qui me semble aussi important à dire dans cette vidéo, c'est que essayer comme ça, après les 18 mois qu'il a connus, après les 14 titres à Roland Garros, après sa trajectoire personnelle, je trouve que c'est aussi ça qui définira son héritage, à la fois à Roland Garros, dans le tennis, dans le sport en général. Ce gars, c'est un génie pour explorer les interstices, pour essayer encore et encore de trouver des solutions dans la difficulté, dans la moiteur du combat. Il n'aura pas reproduit et on s'attendait pas à ça. Le miracle de Melbourne face à Daniil il y a 2 ans et demi maintenant. Mais voilà, ce gars, et on l'a vu dans le 2e set, pour trouver des solutions dans la moiteur du combat, il a pas son pareil, quoi. C'est vraiment un gars spécial. Pour moi, je vais le dire à titre personnel, ça a été une inspiration d'observer ce gars, sa carrière. Si ça s'arrête là, si ça s'arrête dans 1 an, peu importe. Ça a été une inspiration. Ce qu'il a fait encore aujourd'hui, cet après-midi, je trouve que c'est fort, je trouve que c'est puissant, je trouve que ça a de la valeur. Et il faut le saluer, il faut le noter. Il a élevé son sport, il a élevé le tennis, il a montré la voie à toute une nouvelle génération. Et si ça devait être la fin, eh bien je trouve que c'est une très très belle fin. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Je pense aussi que mes cernes arrivent au niveau de mon nombril. Voilà, ça a été une journée costaude, mais je tenais à faire cette vidéo à chaud, débrief à chaud. Je veux bien votre avis dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce match. Comment vous l'avez vécu? Je pense que certainement certains d'entre vous ont ressenti des émotions plus fortes que les miennes, plus intensément. Moi, c'est vraiment le fait que ce soit diffus comme ça, morcelé, que ça m'a moins impacté. J'ai limite été plus touché par Richard Gasquet hier. Voilà, chacun son feeling. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, à la partager, à vous abonner, c'est super important. Et on sera là tous les jours de la quinzaine, donc on va se régaler. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Bisous, et je vous laisse avec un dernier mot du sponsor.
N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description, mon très cher Goth, pour profiter de la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN. L'application d'abord te protège activement sur Internet, mais aussi et surtout te donne un accès plus facile au catalogue tennis en débloquant tout le contenu géobloqué, le tout pour simplement 2,03 € par mois. C'est un banger, alors faites-au plaisir.